Alors, on va repartir du cercle trigonométrique que vous avez déjà vu en première. Sur ce cercle trigonométrique, j'ai placé un point qui est pour l'instant au point 0 sur le cercle trigonométrique. Là, pour l'instant, on va s'intéresser à son cosinus. Donc son cosinus, je vous rappelle que c'est l'abscisse du point. Donc là, pour l'instant, l'abscisse du point M, c'est 1, on se rappelle, hein, sur notre cercle trigonométrique. Et donc, je vais déplacer mon point sur l'intervalle 0π, donc le faire déplacer ici. Ce à quoi on va s'intéresser, c'est aux variations du cosinus et à son signe. Donc là, je suis partie de 0, je vais déplacer mon point M. Ce qu'on peut observer dans un premier temps, c'est que pour l'instant, le cosinus de ce point, il est positif. Et puis, plus je déplace mon point, plus le cosinus diminue. Et puis, passer ce point-là, je vais passer à un cosinus qui est négatif cette fois-ci. Par contre, le cosinus, lui, continue à décroître. Donc, ce point, donc on a dit, hein, le cosinus décroît de 0 à pi, et il passe de positif à négatif. Alors, le point pour lequel ça se produit, le passage de positif à négatif, c'est celui-ci. Et celui-ci, ce point, ça correspond à pi sur 2. Donc maintenant qu'on a observé ça sur le cercle, on va pouvoir associer, définir une fonction cosinus, donc qui a un réel va associer le cosinus, et on va donc pouvoir tracer une fonction. Donc cette fonction, au départ, on a dit hein, pour 0, le cosinus c'est 1, donc au point d'abscisse 0, j'associe le point d'ordonnée 1. Et puis on va faire la même chose pour tous les points qui se trouvent entre 0 et pi. Et donc, si vous regardez ce qui se passe sur mon graphique, on va tracer une fonction. Et donc, si vous observez un petit peu ce qu'elle fait, cette fonction, elle est décroissante, comme on l'a dit. Et puis, vous voyez que sur l'intervalle 0π, sur 0π sur 2, ici, elle est positive, et sur l'intervalle π sur 2π, elle est négative. Alors le travail qu'on a fait avec le cosinus, on peut aussi le faire avec le sinus. Donc là, toujours mon point M qui est à 0, et je vais le faire déplacer jusqu'à pi. Donc là, on va observer cette fois-ci ce qui se passe pour le sinus, donc pour l'ordonnée de ce point. Donc quand je déplace mon point M, ce que je peux observer dans un premier temps, c'est que le sinus, il est positif et il augmente pour l'instant. Et puis, passé pi sur 2, mon sinus va diminuer, mais tout en restant positif. On reste au-dessus de l'axe des abscisses. Donc maintenant que j'ai fait cette observation sur le cercle, on va regarder ce qui se passe pour la courbe de la fonction sinus, quelle allure est-ce qu'elle a. Donc là, on va observer hein, ce qui se passe pour ma fonction sinus. Et donc, ce qu'on observe, c'est que effectivement, comme on l'a conjecturé, pour l'instant ma fonction est au-dessus de l'axe des abscisses, positive, et elle est croissante. Et puis quand on va passer pi sur 2, elle reste positive, mais elle décroît, elle revient à 0. Alors, donc nouveau chapitre fonction cosinus et sinus. Donc, d'abord la définition. Donc la fonction cosinus notée cos est la fonction définie sur R par à tout x, j'associe le cosinus de x. Et la fonction sinus, notée sin, est la fonction définie sur R par à x, j'associe son sinus. Alors, première propriété qu'on peut donner pour des fonctions, c'est la dérivabilité. Donc les fonctions cosinus et sinus, elles sont dérivables sur R. Et donc la dérivée de la fonction cosinus, ce sera moins sinus x. Et la dérivée de la fonction sin, ce sera cosinus x. De là, on peut en déduire immédiatement leur primitive. Donc, sinus x est une primitive de cosinus x. Et moins cosinus x est une primitive de sinus x. Donc, une petite remarque, les fonctions cosinus et sinus sont donc continues sur R. Elles sont dérivables, donc elles sont continues. Alors, un exemple, soit f, la fonction définie sur l'intervalle 0π par f de x égale 1 moins cosinus x fois sinus x. On vous demande de calculer la dérivée de f, puis montrer que f' de x est égal à 1 plus 2 cosinus x fois 1 moins cosinus x. Alors, je commence par calculer la dérivée de cette fonction.
Donc là, c'est un produit, hein, donc U fois V. Donc on fait attention à le dériver correctement. Donc pour tout x appartenant à l'intervalle 0pi, je vais utiliser donc la formule U' fois V plus U fois V'. Donc U c'est 1 moins cos x, donc la dérivée de 1 c'est 0. La dérivée de cos x, on vient de voir que c'est moins sinus x. Donc la dérivée de moins cos x, ce sera sinus x. Multiplié par V, donc multiplié par sinus x, plus U, donc 1 moins cos x, fois la dérivée de V, donc fois la dérivée de sinus x, on a vu que c'est cosinus x, donc fois cos x. Maintenant, je vais simplifier un peu cette expression, donc sinus x fois sinus x, on peut l'écrire sinus carré de x, c'est la même chose que sinus x le tout au carré. Ensuite, cette parenthèse, je la développe. Cos x fois 1, ça donne cos x. Et puis, moins cos x fois cos x, ça nous donne moins cos x au carré, ce qu'on peut aussi noter comme je l'ai écrit là, cos carré de x, c'est vraiment la même chose. Maintenant, je vais vouloir obtenir cette expression-là. Si on remarque que dans cette expression, je n'ai pas de sinus, contrairement à ici. Donc là, l'idée, ça va être d'utiliser une formule qui nous permet d'exprimer un sinus en fonction de son cosinus. Cette formule, c'était, je vous le rappelle, la formule cos carré de x plus sinus carré de x, c'est toujours égal à 1. Ça, c'est une formule que vous avez vue l'année dernière. Donc, si j'isole mon sinus carré de x, ça me fait que sinus carré de x, c'est en fait égal à 1 moins cosinus carré de x. Donc, c'est ce que j'ai utilisé ensuite. Et donc, je remplace mon sinus carré de x par 1 moins cos carré de x. Ensuite, j'ai quelques simplifications à faire. J'ai moins cos carré de x et puis j'ai cos de x au carré. Je vous ai dit, c'est la même chose, hein. C'est juste deux notations différentes. Mais donc, du coup, ça va me faire moins 2 cos carré de x. Donc 1 moins 2 cos carré de x plus cosinus x. Voilà pour ma dérivée exprimée en fonction de cosinus x. Alors évidemment, je ne suis pas encore arrivée à ce qu'on me demandait. Là, ce qu'on va faire, je pense le plus simple, c'est maintenant de repartir de cette expression, la développer et essayer de montrer qu'on arrive à celle-ci aussi. Donc d'autre part, je prends l'expression qu'on me donne, je la développe. Donc double distributivité, 1 fois 1, 1. 1 fois moins cos x, 2 cos x fois 1, 2 cos x, 2 cos x fois moins cos x, moins 2 cos carré de x. Et donc si je réduis tout ça, donc mon moins cos plus 2 cos, ça me fait plus cos. Donc finalement, j'ai bien, à l'ordre des termes près, la même chose ici et là, donc j'ai bien démontré ce qu'on me demandait. Alors, deuxième partie de l'exemple, en déduire le sens de variation de f. Donc pour avoir le sens de variation de f, en fait, je vais étudier le signe de f'. Donc évidemment, vu la question précédente, je vais plutôt utiliser cette expression-là factorisée. Donc pour étudier le signe de cette expression qui est un produit, je peux regarder le signe de chacune des parenthèses, chacune de leur côté. Donc je vais commencer par la première et donc pour savoir, pour faire le tableau de signes de cette expression, ce que je vais faire, c'est que je vais résoudre l'inéquation 1 plus 2 cos x supérieur à 0 par exemple. On aurait pu faire inférieur à 0, c'est la même chose. Alors, ça me donne donc voilà, ces deux inéquations à résoudre, donc pour la première parenthèse, pour la deuxième. Donc si je regarde la première, en fait l'idée c'est déjà d'isoler, je veux isoler x, donc déjà je vais isoler cosinus x. Donc je passe le 1 de l'autre côté et je divise par 2. Donc ça me donne cos x supérieur ou égal à moins 1 demi. Et donc là, pour résoudre ça, on l'a déjà vu, je vais utiliser mon cercle trigonométrique. Donc là, je vais chercher tous les cosinus qui sont supérieurs à moins 1 demi. Donc je trace mon cercle trigonométrique. Les cosinus, je vous rappelle qu'on les lit sur l'axe des abscisses. Moins 1 demi, ça va être ici. Donc tous les cosinus qui vont être supérieurs à moins 1 demi, ils sont là. Donc, on travaille, je vous rappelle, sur l'intervalle 0pi, donc c'est le demi-cercle supérieur. Donc tous les points du demi-cercle supérieur qui ont un cosinus plus grand que moins 1 demi sont repassés ici en rose. Et donc, qu'est-ce que c'est que ces valeurs? Donc déjà, la première, c'est 0. Et puis, quel est le nombre de l'intervalle 0pi qui a pour cosinus moins 1 demi? C'est 2pi sur 3. Donc finalement, les solutions de cette inéquation, ce sont les x qui sont compris entre 0 et 2pi sur 3. Pour la deuxième inéquation, 1 moins cos x supérieur ou égal à 0,
pareil, j'isole mon cos x, donc je le passe de l'autre côté, donc je cherche quand est-ce que cos x est inférieur ou égal à 1. Mais je vous rappelle que vous avez déjà vu que cosinus x, il est compris entre -1 et 1. Donc en fait, il est toujours inférieur ou égal à 1. Donc finalement, les solutions de cette inéquation, c'est tous les réels. Donc finalement, je vais pouvoir construire ce tableau de signes pour la première inéquation. Donc c'est une inéquation donc, qui va s'annuler en 0 et en 2π sur 3. Donc 0 en dessous. Et puis ce sera positif quand x est compris entre ces deux valeurs, d'où le plus. Et puis ce sera négatif ailleurs, donc moins ici. Alors, donc pour la deuxième inégalité, on a dit que 1 moins cos x, c'était toujours positif. Alors attention, pour l'endroit où ça va s'annuler quand le cosinus de x vaudra 1. Et donc, quand est-ce qu'il vaut 1? Il vaut 1 quand x vaut 0, donc ça s'annule en 0. Finalement, ça nous donne comme tableau de signes pour f', 0 en 0, 0 en 2π sur 3, et puis ce sera plus par plus positif sur le premier intervalle, négatif sur le deuxième. Donc finalement, on se retrouve avec comme tableau de variation pour f, une fonction croissante puis décroissante. Ensuite, on n'a plus qu'à calculer les images pour finir et pour compléter. Alors, deuxième propriété, une propriété sur une limite à connaître pour la fonction sinus. Donc, la limite qui va nous intéresser, c'est la limite de sinus x sur x, quand x tend vers 0. Alors, ce qu'on pourrait se dire, c'est que ça fait donc la limite de sinus x quand x tend vers 0, bah, ça va tendre vers sinus de 0. Or, sinus de 0, ça fait 0. Et la limite de x, même chose, en 0, bah, c'est 0, donc on a une forme indéterminée du type 0 sur 0. Alors comment on va la lever? Bah, c'est un petit peu comme on l'a déjà fait au moins 2 fois au cours de l'année. On va utiliser le nombre dérivé. Donc je vous rappelle qu'on a vu que quand x tend vers a, la limite de f de x moins f de a sur x moins a, eh bien c'est f' de a. Hein, ça, en fait, c'est le coefficient directeur de la tangente, d'accord, qu'on obtient. Et donc, c'est par définition le nombre dérivé en a. Et donc, si j'applique cette formule-là que vous avez vue l'année dernière à la fonction f, que je remplace par la fonction sinus, et à la place de petit a, je prends 0, ça me donne limite quand x tend vers 0 de sinus x moins sinus de 0 sur x moins 0. Alors évidemment, sinus de 0, on a dit que ça faisait 0. Donc en fait, ça s'en va. Et puis x moins 0, c'est la même chose que x. Donc en fait, cette limite-là, c'est bien la limite à laquelle on s'intéresse. Et donc on sait qu'elle est égale à du coup la dérivée de la fonction sinus. Et la dérivée de la fonction sinus, on a vu que c'était la fonction cosinus. Et on va la prendre au point A, c'est-à-dire pour nous ici en 0. Donc ce sera égal au cosinus de 0. Or le cosinus de 0, on sait que ça donne 1. Donc voilà, cette forme indéterminée, c'est une limite à connaître, la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x est égal à 1. Alors, un petit exemple pour voir comment ça s'applique. Donc, on vous demande de déterminer la limite de la suite un définie pour tout entier n supérieur ou égal à 1 par un égale 2n sinus 1 sur n. Donc là, évidemment, pour pouvoir appliquer notre formule, l'idée, c'est pas d'avoir sinus 1 sur n, ce serait d'avoir sinus x. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser grand X égale 1 sur n. Donc du coup, notre suite un va finalement se réécrire, il va falloir finalement la réécrire, sinus 1 sur n, ça va bien être sinus grand X, mais l'idée c'est que le n qui est là, lui aussi, il va falloir que je l'exprime en fonction de grand X. Donc ce qu'on peut se dire, c'est que une multiplication par n, c'est la même chose qu'une division par 1 sur n, on se souvient, un divisé par un nombre, c'est la même chose que multiplié par son inverse. Donc divisé par 1 sur n, c'est la même chose que multiplié par n. Donc voilà comment je peux le réécrire. Et donc maintenant, en remplaçant par grand X, je vais avoir en fait la limite de sinus de grand X sur grand X à étudier. Donc c'est bien, on se ramène bien à la limite qu'on vient de voir. Donc,
c'est en fait une composition. Donc pour étudier une composition, on regarde d'abord la limite de 1 sur n, quand n tend vers plus l'infini. La limite de 1 sur n, on sait que c'est 0. Et donc du coup, on va regarder la limite quand grand X tend vers 0, puisque grand X c'est 1 sur n, hein, donc grand X va tendre vers 0, de donc sinus de grand X sur grand X. Ça, d'après ce qu'on vient de voir, c'est égal à 1. Donc par composition, la limite quand petit n tend vers plus l'infini de sinus 1 sur n est égale à 1. Et donc finalement, par produit, il nous reste la multiplication par 2, la limite quand n tend vers plus l'infini de notre suite un sera égale à 2 fois 1, donc égale à 2. Enfin, maintenant, on va voir un petit peu, on va parler de signes et de variations des fonctions cosinus et sinus sur l'intervalle 0π. Donc, on a vu que la fonction cosinus, elle est décroissante, strictement décroissante sur l'intervalle 0π, et qu'elle va être positive sur l'intervalle 0π sur 2 et négative sur l'intervalle π sur 2 pi. La fonction sinus, elle va être croissante sur l'intervalle 0 π sur 2 et décroissante strictement sur l'intervalle π sur 2 pi. Et par contre, elle est positive sur l'intervalle 0 pi.